scénario à tourner, qui vont demander de l'argent, par exemple, ou des moyens techniques. Après, arrive le tournage, donc là on a fait tout ce qu'elle disait tout à l'heure, un storyboard pour les endroits où les animaux parlaient, un storyboard pour les endroits où il y a l'accident de voiture, un storyboard, plusieurs endroits comme ça. Ensuite, storyboard, on en fait un animatique, donc pour faire le timing, pour faire un pré-film. On met même des voix, on met même des bruitages, on peut le pousser aussi loin qu'on veut. Ensuite, il y a le tournage. Donc, premier jour de tournage, j'ai rien à faire. Deuxième jour de tournage, je commence à dérocher ce qui a été tourné la veille, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a eu ce chat qui était ingérable, donc il a fallu, pour gagner du temps, créer une caméra B qui s'occupait de tourner le chat le soir venu, avec des caméras qui étaient bloquées sur leur trépied. Et puis on retournait les scènes avec le chat que j'essayais de faire tenir en place sur le bord du canapé, par exemple, parce que le sommet du frigo, c'était très facile. Il était plus à l'aise au sommet du frigo que sur le canapé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a demandé beaucoup de patience, ça. On était une équipe réduite. En fait, le chat, à partir du moment où il connaissait le plateau, plus le temps passait, plus il était tranquille, plus il se tenait bien, en fait. Et puis, quand le tournage est terminé, après je fais le montage. Donc ça, c'est un travail de montage normal, on va dire. Peut-être à la chose près qu'il y avait des effets spéciaux vraiment à gérer cette fois-là. Donc travailler en étroite collaboration avec nos amis de l'atelier VFX qui étaient à Paris, qui sont partis maintenant. Pour essayer de minimiser le temps de travail et puis optimiser la qualité du rendu. Et tout ça étant passé, on a fait des retouches après. La production a voulu qu'on fasse des retouches sur le montage. Et on est arrivé, c'était à peu près un an après le tout début. En fait, on a mis un an pour faire tout le film. Et voilà, là c'était fini et on était contents. Je ne suis pas schizophrène, je crois pas. Si. François ? Ouais. Alors d'abord, merci d'être là et merci pour ce film. Je voue un amour infini au chat dont j'ai été servi ce soir. Moi aussi, j'ai un chat. J'adore les chats. Ils sont adorables. J'ai deux questions en fait. La première, c'était de savoir quelle était l'ambiance du tournage. Et la seconde, est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre, de tourner en fait aux États-Unis avec des acteurs américains? Écoutez, l'ambiance du tournage, normalement, c'est bon parce que moi, elle est même très bonne parce que moi, si je ne rigole pas, je ne peux pas travailler du tout. Je ne suis pas du tout, faites comme ci, faites comme ça. Je déteste gueuler sur les gens. J'aime pas ça du tout. Donc, il faut que ça se fasse dans la bonne humeur. Je fais des blagues à tout le monde qui me font également des blagues et normalement, ça se passe très bien. Et par exemple, je ne peux pas, par exemple, engueuler à un homme qui a 50 ans devant tout le monde. Enfin, j'imagine toujours qu'il a des enfants, qu'il a une femme, que c'est un monsieur. Enfin, qui je suis pour l'engueuler, donc je prends sur moi. Donc ça se passe très bien. Après, moi, j'ai un rapport vraiment très protecteur avec les acteurs, parce qu'on dit beaucoup de mal des acteurs. On oublie toujours qu'un acteur, quand il passe une audition et quand on lui dit non, c'est à lui qu'on dit non. C'est lui qu'on n'aime pas. C'est pas vous vendez quelque chose et puis si on n'aime pas cette chose-là, c'est cette chose-là qu'on n'aime pas. Il ne s'agit pas de vous. Un acteur, quand on lui dit non, c'est sa personne qui est remise en question. Donc il ramasse quand même pas mal avant d'arriver de faire les choses. Ils ont quand même ramassé pas mal de choses. Donc, ils ont un côté très sensible qui n'est pas du tout un mythe. Il faut être très très protecteur avec eux. Donc du coup, ils m'aiment bien. Donc ça se passe très très bien avec les acteurs. De ma petite expérience, parce que je n'ai pas tourné les 50 films non plus ces acteurs ils sont connus, moins ils font chier. C'est toujours l'acteur qui est presque là, il fait des manières pour voir jusqu'où est-ce qu'on va lui rendre des services. C'est juste pour être sûr de sa place. C'est eux qui sont les plus grands emmerdeurs. Ils sont là. C'est une star, il est à sa place. Donc voilà. J'ai jamais eu de mauvaise expérience. Et oui, j'ai beaucoup travaillé en fait avec les Américains parce que malgré la difficulté que ça représente une production américaine, c'est que la différence, c'est que vous devez, comme je n'ai pas le final cut officiellement, il faut que je l'obtienne officieusement. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tout pour à la fin avoir le film que moi je veux avoir. Et je l'ai eu.
Le seul truc, c'est qu'il faut que vous justifiez à chaque fois tout ce que vous faites. Et il y a quelque chose de très ennuyant là-dedans, mais en vous justifiant, vous êtes obligé de vous poser des questions. Et les questions que vous posez, de temps en temps, les choses que vous trouvez, eh ben, vous n'aviez pas eu raison. Et si on me propose quelque chose en me disant oui, essaye ça, eh ben, si la chose elle est bonne, on le fait. En fait, je ne suis pas là pour dire que j'ai raison. On est là pour faire un film qui soit le mieux possible. Donc, si l'idée est bonne, prenons la bonne idée. Et on a l'impression que je suis en train de m'envoyer des fleurs, j'en suis hyper sympa et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que je suis vraiment hyper sympa avec les gens parce que je reconnais leur travail. Quand mon premier assistant il me dit j'ai une idée, je ne fais pas semblant que c'est mon idée. Je dis ah, le premier assistant a une super idée. C'est juste une question de prendre les autres en considération, c'est tout, je pense. Mais il y a un autre truc bien avec les Américains, c'est quelque chose que j'ai appris d'eux aussi. Vous savez, il y a Godard qui dit un mauvais film américain, il est toujours meilleur qu'un mauvais film français. Avant, je disais ça comme blague, mais en fait, il a raison. Et il a raison pour une raison. C'est que les Américains, ils ont une approche quasi scientifique, en fait, du cinéma. Vous savez, pour eux, déjà, le cinéma, ils placent ça comme un théâtre grec ou shakespearien. Il y a 3 actes. Vous voyez, c'est un acte. Ils vous disent qu'avant le 25e minute, il faut que la première action elle arrive, à 42e minute, il faut que autre chose arrive, etc. Et c'est vrai que si vous vous basez que sur ces données-là, vous allez faire des films qui finissent par tous se ressembler, ce qui est le cas d'une partie du cinéma américain. Mais c'est bien d'avoir ces trucs-là, parce que si vous voulez tergiverser et faire autre chose, au moins vous savez pourquoi vous le faites. Vous ne faites pas une entrée de matière de 50 minutes où tout le monde s'emmerde et il ne se passe rien, parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous le faites, c'est parce que vous avez une raison pour le faire, et à ce moment-là, vous l'expliquez. À la fin, en fait, le truc, c'est vraiment, c'est avec les Américains, la fin, pour finir, c'est vraiment, c'est qui va avoir l'autre à l'usure. C'est une question de ça. Et à ce jeu-là, mais personne ne me bat au monde. 7 milliards d'habitants, personne. Si je suis convaincue, c'est je tiens, mais vous ne pouvez même pas imaginer comment. Quoi. Donc voilà. Mais c'est très intéressant de travailler avec eux. Et puis, cette année, après avoir été à Sundance, il y a Robert Redford qui m'a invité pour aller parce qu'ils vont des Sundance Lab. Donc, vous avez des gens qui ont un premier scénario. Donc, ils ramènent des professionnels, donc on travaille avec eux sur leur scénario, sur comment ils vont filmer, etc. etc. Donc j'ai eu la chance de voir plein de scénaristes américains. Et par exemple, j'ai appris d'un type qui est scénariste pour Scorsese que lui, quand il veut changer un scénario, il fait d'abord 4 versions différentes de la fin du scénario. Il ne retravaille que les 10 dernières pages, d'abord. Et c'est vrai que le film, comment ça finit, ça fait des films complètement différents. Une fois que vous avez choisi la meilleure fin, là, vous pouvez venir et retravailler le début. Mais ça, je pense que cette chose-là, elle est super aux États-Unis. Je pense que c'est le manque qu'on a dans le cinéma français. Je trouve que le cinéma français, il est super. Il y a des talents, il y a tout. Le problème, c'est souvent une question de scénario. On ne travaille pas suffisamment le scénario. Et ça, c'est pas parce que les scénaristes, ils sont mauvais ou parce qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'ils ne sont pas payés, parce que c'est pas un boulot qui est reconnu. Vous voyez, la nouvelle vague, avec toutes les bonnes choses qu'elle a ramenées au cinéma, il a par exemple détruit le métier de dialoguiste. Des Henri Janson, des Audiard, des Prévert, des gens qui ont fait tous ces trucs, tous ces dialogues qu'on se rappelle des films français. Cela, il n'existe plus. Et quand, par exemple, moi j'ai travaillé quand même pendant 2 ans au CNC, j'ai travaillé à Arte, donc en recevant le scénario. Le scénario, quand il est hyper poussé, c'est la version 3. Quand je reçois des scénarios américains, c'est la version 19. Mais c'est parce que le scénariste français, le pauvre, il est payé 30 000 balles. Mais comment voulez-vous demander à un mec 19 versions du scénario avec 30 000 €? Parce que lui, il faut quand même qu'il paye son loyer et tout ça. Avec ça, il peut y tenir quoi, 6 mois, hein? Donc, non, pas 6 mois, 12 mois. Mais c'est un an. Mais il ne peut pas travailler 3 ans sur le scénario. Donc, aux États-Unis, le métier de scénariste est très plébiscité. Par exemple, quand ils veulent faire des compliments à Tarantino, ils disent que c'est un meilleur scénariste que metteur en scène. Et ça, c'est quelque chose de positif. Parce qu'un film, sans bon scénario, vous ne pouvez pas faire un très bon film. Avec un bon scénario, vous pouvez faire un mauvais film, mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc, cette chose-là, j'aime bien, et j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Donc,
c'était difficile, mais quand vous en sortez avec un bagage, donc j'ai gagné à la fin. Donc oui, j'aimerais bien, mais j'aimerais aussi continuer à travailler en Europe. J'aimerais bien faire des films dans des langues que je parle. Parce qu'il faut quand même pouvoir juger de la qualité en fait, du jeu de quelqu'un en comprenant la langue, mais je suis ouverte à toutes sortes de propositions. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de coupe de montage qui avait été demandé par la production. Quel type de montage, de coupe ça a été fait et est-ce que c'était justement fait avec votre accord? Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces choix de coupe? C'est des choix de coupe, par exemple, il y a des choses où, par exemple, voilà, ils vont vous dire, par exemple, cette scène, elle est très longue. C'est surtout des histoires de longueur. Et des fois, ils ont raison. Ça veut dire, on fait quelque chose, on le fait. Stéphane, il n'est pas d'accord avec moi parce que lui, il voulait mettre une scène plus longue, eux, ils voulaient plus court. Et finalement, moi, j'ai préféré la version plus courte. Donc, il y a des petits ajustements qu'il faut faire comme ça. Ce n'est pas des grandes choses, hein, mais parce qu'eux, ils le montrent. Ils font beaucoup de screen tests. Et c'est là où, en fait, je m'engueule avec eux. L'engueulade, ça commence à ce niveau-là parce qu'ils disent... une grande majorité de personnes, l'équipe de marketing et tout, et je leur dis, mais vous savez que le marketing, c'est pas une science exacte, c'est pas la physique, quoi. Si le marketing, c'était une science exacte, ben, il n'y aurait aucun blockbuster qui se planterait et qui ferait perdre 200 millions de dollars à un studio. C'est que ça ne marche pas des fois. Donc, je ne sais pas quel genre de coupe il nous avait demandé de faire. Moi, je ne me rappelle plus. De couper tout le début pour aller plus vite. Exactement, voilà, ça c'est une chose que j'ai appris. Il y avait tout le début, il y avait des scènes, et en fait l'action, au lieu d'arriver à la minute 25, il est arrivé à la minute 40. Donc, comme vous aimez votre film et tout ça, vous l'aimez. Mais sauf qu'à un moment donné, en fait, ce qu'on doit raconter, c'est que Jerry est intéressé par Fiona. On le dit une fois, on le dit deux fois, mais quand on le dit 5 fois, ça devient trop. Donc, il y a des scènes entières qu'on a coupées, justement, qui vont apparaître après dans le bonus DVD, et là, ils avaient raison. Et ça, c'est un savoir-faire que j'ai appris, voilà, ce genre de choses. Mais ils interviennent quand même, parce que nous, on fait d'abord un montage, on fait un bout à bout, mais le bout à bout, déjà, il n'était pas tellement supérieur, il faisait 2 heures. Donc, après, vous coupez, et puis après, c'est une toute petite incision, et puis à un moment donné, on y arrive, quoi. Bonsoir. Oui, bah justement, à ce propos, vous parliez tout à l'heure du hors-champ qui vous avait permis de faire des petites stratégies de dissimulation, de gore, on va dire pour le côté dans le genre et puis au niveau financier aussi, j'imagine, parce que le hors-champ c'est bien pratique parfois pour échapper à la représentation de quelque chose et c'est surtout bien plus malin. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des stratégies de montage pour éviter ce genre de choses, notamment je pense à un moment où l'un des meurtres fonctionne sur un simple cut avec un son de couteau qui s'abat sur la bande sonore. Et je voulais savoir dans quelle mesure c'était le genre d'idée que vous aviez eu au moment du montage ou si vous y pensiez déjà au moment de la préparation ça, du film. Je le pensais déjà, parce qu'en fait dans le scénario, les 3 meurtres, ils étaient très bien expliqués. Sauf que moi je trouve que si vous le montrez une fois très bien, après, ça devient une espèce de leitmotiv, de gimmick, et donc, avec un coup, le dernier coup, là, on est dans le comique. Si vous montrez 3 fois, d'abord c'est très gore, et puis la 3e fois, ça devient vulgaire presque. À force de le montrer, vous vous rappelez de Freddy, là, vous savez, Freddy Krueger. On le montre tellement qu'à la fin, je pensais au carnaval de Nice, quoi. C'est Freddy. J'avais hyper peur de Freddy, le première demi-heure, et après, bon, on sait, ça y est, il est brûlé, il a fait ça. Hein. Donc voilà, il y a des choses, ça par exemple, c'était prévu que ce soit comme ça. Après, que ce soit aussi rapide, aussi, voilà, comme coupé avec une lame de rasoir, ça c'est des choses que Stéphanie fait pour que cette idée soit remontée. Mais c'est pas toujours pour ne pas montrer, c'est aussi, vous savez, vous pouvez faire une jambe en silicone et le couper, c'est vraiment des choses, ça ne coûte pas plus cher en fait que d'avoir toute cette silicone dans cette boîte, parce que évidemment c'est pas de la vraie viande, parce que si vous imaginez avec les jours de tournage et la chaleur des lampes, ça pourrit et c'est plus possible. Mais c'est juste, il y a des choses que je n'aime pas, vraiment, j'aime pas. Et donc, si j'aime pas, je ne peux pas ne pas amener un truc et vous proposer à vous
et espérer que vous allez l'aimer. Il faut que je sois convaincue, quoi. Voilà. Mais s'il n'y a personne d'autre, parce que j'ai déjà tout de suite écrit. Non, mais allez-y. Est-ce que vous avez un goût particulièrement pour la schizophrénie ou la psychanalyse? Écoutez, sérieusement, si je vais faire un film sur la schizophrénie et je fais ce film-là, vous imaginez comment je suis irresponsable. Même que je suis la personne la plus irresponsable du monde. Déjà, on ne va pas qualifier cette maladie de schizophrénie parce que ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de la schizophrénie. Dans la vraie schizophrénie, quand vous ne prenez pas vos médicaments, c'est là où tout le monde vous paraît noir et sombre et rien ne va. Et là, c'est exactement l'inverse. Donc, je préfère l'appeler psychotique ou fou. Parce que j'imagine si mon frère il est schizophrène et je vois ce film, je vais avoir de la haine et j'aurai raison. Il ne faut pas oublier, c'est quand même une comédie horrifique. Voilà. Donc c'est un film, c'est une fiction. Après la folie, elle existe. Et j'ai pas tellement de goût pour la folie, mais j'ai un grand goût pour les serial killers. Je suis obsédée par les serial killers. J'en prenais tout un rayon. Je lis tout le temps des articles sur eux, j'ai lu des histoires. Parce que vous savez, moi je sais que le diable, il ne va pas venir s'emparer de mon corps, je sais très bien que l'alien, il ne va pas pousser dans mon ventre, je sais que tout ça, ça ne va pas se passer, mais le serial killer, il existe, nom de Dieu, il est dans la rue, quoi. Ça existe, donc ça me fait peur. Parce que pour de vrai, il y en a. Donc je lis plein de trucs, et il y a 20%, mais 20% des serial killers, c'est des femmes. On ne parle jamais de serial killer femmes parce qu'elles n'utilisent pas des armes, c'est des empoisonneuses. Et donc voilà, je connais tout un rayon. Je vais peut-être écrire un livre sur les serial killers. Voilà, c'est ce que je vais faire après. Peut-on déjà qualifier de cinéaste autoriste, vu que vous avez, la plupart des films que j'ai vus de vous, il y avait un certain aspect pour l'humour noir? Non, bien sûr. Moi, j'aime rire et en même temps... vous savez, dans la vie, il y a toujours des moments où on rit. Et pour moi, l'humour, c'est quelque chose de très important. Parce que je pense que l'humour, déjà, l'humour, c'est une question d'intelligence. Ça veut dire que les gens sans sens d'humour sont bêtes. Voilà, je viens de faire une déclaration. Cette vie qui est si courte et si pénible, si en plus on n'en rit pas, ça veut dire vraiment qu'on est là, déjà pour commencer. Mais aussi, il y a autre chose qui est très importante dans l'humour, que j'ai utilisé dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est que vous savez, dans le langage, vous avez différents niveaux. Vous avez un niveau, par exemple, je vous dis table, chaise, on parle des objets. Après, on peut parler des instincts. J'ai faim, j'ai froid, voilà. Après, les gens du monde entier, ils pleurent pour les mêmes raisons. On pleure parce qu'on a mal, parce que notre enfant est malade, parce qu'on a perdu notre mère, parce que notre amoureux nous a quittés. Les gens de la terre entière, exactement, pleurent pour la même raison. Mais est-ce qu'on rit pour la même raison? Mais pas du tout, pas du tout. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Par exemple, j'ai mis un temps, il y avait des blagues françaises qui ne me faisaient absolument pas rire. Et puis, le jour où j'ai rigolé, j'ai vraiment senti que je faisais partie de la société française. De rire est tellement basé sur quelque chose d'abstrait. C'est tellement... Hein, que quand on arrive à rire ensemble, c'est pour moi c'est la chose la plus magique qui puisse arriver. Et j'aime particulièrement pas les films dans lesquels il n'y a pas d'humour jamais, surtout dans les films sociaux. C'est ce qui me rend le plus dingue, parce que vous avez deux sortes de films sociaux. Vous avez les films de Ken Loach. Ken Loach, c'est le meilleur. Ken Loach ou Kaurismäki. C'est des gens qui aiment ces gens désœuvrés et ils en font des héros d'un jour. Et ils leur rendent leur humanité parce qu'on peut rigoler avec eux. Quand vous regardez Looking for Eric ou vous regardez La part des anges, oui, c'est des pauvres, mais voilà. Après, vous avez des bourgeois qui font des films sur les pauvres. Et ces bourgeois-là, bourgeois cathos souvent, et ces bourgeois cathos, pour eux, de loin, il n'y a rien de pire que la pauvreté. Donc un pauvre ne rigole jamais. Un pauvre, il est malheureux, il est là du début de... Mais nom de Dieu, c'est des gens, c'est des êtres humains. Si on leur enlève même la seule chose qui leur reste, ça veut dire le rire, vous leur enlevez tout. Vous leur enlevez leur humanité. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand je lis un scénario, il n'y a aucun moment où c'est tout le temps comme ça, je ne peux pas le faire. Non. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du storyboard en disant qu'il y avait eu storyboard et animatique fait seulement pour les scènes un petit peu compliquées à tourner.
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de storyboard entier pour le film? Non, 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 je vais... Déjà, storyboard entier pour le film et animatique entier pour le film, c'est encore une question d'oseille, déjà pour commencer. Et je pense aussi, à un moment donné, ça vous bloque. Ça veut dire qu'il y a des moments, quand vous tournez dans un décor naturel, quand il n'y a pas d'effets spéciaux, quand il n'y a rien de particulier, il faut aussi arriver sur un endroit et de voir ce qu'on a envie de faire. Moi, je pense le film avant, et puis avant, on va voir les locations, avant, on réfléchit avec le chef-op, combien, où est-ce que... Je sais, par exemple, moi, je suis tout le temps en calcul. Voilà, aujourd'hui, j'ai 13 plans à faire, j'ai tant d'heures à faire. Pour les 13 plans que j'ai à faire, combien de positions de caméra je peux avoir? Et donc, ces positions de caméra, je les connais en amont, mais il faut toujours laisser une part pour pouvoir improviser, pour pouvoir aussi le faire. Je préfère faire le storyboard dans les endroits où je sais que je vais avoir des problèmes et que je ne peux pas arriver en disant « Bon, on va attendre encore 4 heures parce qu'il faut que je réfléchisse. » Ça, il faut que je réfléchisse avant pour qu'on puisse finir le film sur 33 jours. Quoi. Et il faut être responsable aussi de l'argent qu'on a. Je ne peux pas être... Je ne sais pas, moi, si on me donne 20 € et que je veux m'acheter des pommes et je veux en même temps aller bouffer et en même temps je veux m'acheter un petit cadeau, je réfléchis comment je vais le partager. Donc, je ne peux pas ne pas y penser quand il s'agit de l'argent des autres. En disant je m'en fous. Il y a de l'argent dont je pense qu'il faut le faire pour que ça tienne dans le nombre de jours qu'on me propose. Quoi. Des fois, il y a toujours des passements, mais il n'y a jamais des passements de 50%, il y a des passements de 5-10% toujours. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, c'est... Ah si, lui, il a encore faire. On va encore faire une question. Parce que là, je meurs d'envie de fumer une clope. Mais là, à l'intérieur... bon. Vous avez étudié le genre de l'autobiographie, du dessin animé, maintenant du film psychologique et puis presque comédie musicale. Quel autre genre cinématographique vous avez l'intention de l'attaquer? Sérieusement, j'aimerais bien, avant de mourir, parce que vous savez, je vais bientôt mourir. Je dis bientôt, pas demain, hein, mais bientôt, c'est... Je ne vais pas encore vivre 400 ans. D'ailleurs, vous non plus, au maximum. Dans ces quelques années qui restent à vivre, j'aimerais faire une vraie comédie musicale. J'aimerais faire un vrai film d'action. J'aimerais faire, par exemple, j'aurais hyper envie de faire un film de super-héros alcooliques et désœuvrés. Parce que, non mais parce que, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi dans la vraie vie. Hein, dans la vraie vie. Qui est un super-héros, par exemple? Un super-héros, c'est Dean Martin. Il était beau, il était grand, il jouait hyper bien, il chantait hyper bien, il claquait des doigts, il y avait 50 femmes qui tombaient, il avait tout ce qu'il voulait très facilement. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alcoolique. Parce que quand vous pouvez tout faire, et bien vous déprimez. Donc un super-héros, par définition, doit être dépressif. Donc j'aimerais bien faire pousser ça. J'ai même parlé aux gens de Warner, ils ont trouvé mon idée intéressante. Alors je ne sais pas si vous pouvez vraiment le faire ou pas. Ouais, non mais un truc vraiment bien, et que le héros par exemple soit une femme et qu'elle ne soit pas vengeresse parce qu'on l'a violée quand elle était jeune. Parce que ça, elles ont le sens de justice que si elles sont violées. Non, pas de pénétration, pas de justice. Comme ça. Voilà, et d'autres choses encore. Mais moi-même, je ne sais pas réellement, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. On va voir. Moi, je le saurai, puis vous serez au courant aussi. Merci beaucoup. Hein,